très intéressant aujourd'hui avec Claude, c'est que même dans un environnement Microsoft, par exemple, qu'on va utiliser sur PowerPoint, Claude a développé des extensions qui permettent en fait de pouvoir modifier les documents directement, là où aujourd'hui, même Copilot, qui est pourtant embarqué dans l'environnement Microsoft, ne permet pas cette possibilité. Je pense que c'est qu'une histoire de temps. De toute façon, Copilot mettra à niveau de voir ce que Claude a développé. Je pense qu'il y aura une évaluation. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, l'intérêt d'un Claude. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Squeeze and Scale. Et aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de recevoir Arnaud pour parler d'un sujet brûlant que je vois absolument partout. Comment faire des PPT avec l'IA. Arnaud, bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Bonjour Anna, merci pour l'introduction. Alors, moi, j'ai cofondé il y a une petite dizaine d'années une agence qui s'est spécialisée effectivement dans la création de supports de presse autour des deux grands métiers et fond et forme, on va dire. Et on a eu l'idée, enfin en tout cas, tu m'as sollicité sur ce podcast parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui, entre autres, touche pas mal tous les sujets liés aux présentations, autant d'ailleurs du coup sur le côté fond que forme. Et l'idée, c'est pouvoir voir un petit peu ce qui existe et te donner un peu notre retour d'expérience, même si évidemment ça bouge vite, comme dans tous les autres secteurs. À date, en tout cas, quelle est notre compréhension des choses et ce qui est possible de faire. Super. Et du coup, aujourd'hui, on va commencer avec des démos sur Claude. Est-ce que tu pourrais juste, en guise d'introduction, expliquer pourquoi Claude et est-ce que la réponse aurait été la même il y a quelques mois ? Alors ouais, tout à fait, très bonne question. Effectivement, la réponse n'aurait pas été la même il y a quelques mois et j'ai presque envie de dire, je ne sais pas si elle sera la même aussi d'ici quelques mois. On voit en fait que aujourd'hui, les IA entre elles ont il y a eu une grosse compétition et donc il y a un degré et une récurrence des mises à jour qui nécessite en fait de suivre un peu l'actualité pour pour essayer en tout cas de tirer le meilleur parti de ce qui existe et de ce qui est mis à disposition sur le marché. Pourquoi on est parti plutôt sur Claude en préparant aujourd'hui ce podcast? Parce que plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'aujourd'hui, les deux modèles principaux, on va dire je sais pas si on peut les appeler pure players de l'IA, que sont ChatGPT et Anthropic, permettent quelque chose que ne permettent pas forcément des outils qui sont des outils on va dire thématiques, sectorisés, comme il y en a sur les présentations. On pourra parler peut-être après avoir vu Claude des Gamma, des Beautiful et ainsi de suite que les gens connaissent peut-être, même des Canva qui est aussi un peu, on dirait un applicatif Prez entre autres, mais qui a une dimension IA. Mais l'intérêt en fait aujourd'hui que peuvent représenter ChatGPT et Claude, c'est que ils ont déjà c'est quelque chose que la plupart des gens vont pouvoir utiliser sur d'autres sujets que les prêts et on va pas avoir besoin de reprendre un abonnement supplémentaire. Donc il y a une notion de coût parce que si tu commences à thématiser, on va dire toutes tes IA, tu peux te retrouver avec un nombre d'abonnements énorme, là où effectivement Claude pourra te servir pour plein d'autres choses, au même titre d'ailleurs que ChatGPT. Et la deuxième raison surtout qui est assez importante à voir, c'est que ces outils-là ont aujourd'hui beaucoup plus grande faculté à pouvoir se plugger à ton environnement de travail, à l'existant, j'ai envie de dire, que ce soit, si on parle de presse, toutes tes presses que tu as pu déjà faire, et s'acculturer, on va dire, à tes habitudes, mais également aussi à faciliter la rapidité pour aller chercher certaines informations que tu pourrais avoir. ChatGPT pour donner une petite overview aux personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui, il y a globalement, on le voit chez nos clients, il y a deux grands environnements de travail dans les boîtes, qu'elles soient plus ou moins grandes. Alors les boîtes, je dirais plutôt petites, start-up et ainsi de suite, sont souvent sur des environnements Google. Du coup avec la suite Google, donc pour les slides, Google Slides, ainsi de suite. Et on aura beaucoup, évidemment, le marché est encore ultra occupé par Microsoft, du coup avec toute la suite des outils Office, dont PowerPoint. Et aujourd'hui, si on parle du coup de
Claude, Claude a l'intérêt, c'est qu'il peut se plugger aujourd'hui sur, et de mieux en mieux, et c'est pour ça qu'il y a eu des mises à jour qui se sont faites sur ces deux environnements de travail-là. Et ChatGPT, lui plus précisément, a un sujet a fait un partenariat depuis pas mal de temps maintenant avec Microsoft, et en gros l'IA la techno qui tourne d'un point de vue IA derrière tous les applicatifs Microsoft. Il y a pas mal de gens qui ont peut-être entendu parler déjà du nom de Copilot. En gros, Copilot, c'est ni plus ni moins ChatGPT qui tourne derrière. Donc en fait, aujourd'hui, la plupart des gens, par exemple, qui sont déjà sur un environnement Microsoft, ont la possibilité, avec un certain niveau de licence, de pouvoir accéder à Copilot, qui est en gros embarqué de ChatGPT déjà dans ton environnement de travail. Et du coup, plus récemment, Claude a permis, lui aussi, moyennant un certain niveau de licence, de pouvoir faire à peu près la même chose que ce que pouvait te proposer Copilot, mais du coup sur ton environnement, du coup toujours soit sur ton environnement Microsoft si t'es là-dessus, ou sur ton environnement Google, quoi. Donc, voilà un petit peu les raisons aujourd'hui de pourquoi on a choisi de parler de Claude plus précisément, et autour peut-être on peut l'introduire autour de 11 cas d'usage qu'on a aussi effectivement promptisé si le mot existe, je sais pas encore, mais en tout cas il devrait, qu'on a essayé en fait auquel on a essayé d'associer un petit prompt à chaque fois. Évidemment, ces cas d'usage, on va les voir, pourront être assez variables, mais on a pu vraiment identifier des moments d'utilisation qui sont pertinents et que nous-mêmes aujourd'hui on utilise déjà à l'agence. Top. Bon, bah, hâte de voir ça. Et juste aussi, en préambule, si vous voulez accéder aux différents prompts qu'on va évoquer pendant l'épisode, on aura aussi, du coup, un lien en commentaire sur YouTube et on aura un peu un playbook un peu partout où vous pourrez récupérer directement les prompts et pouvoir faire exactement ces cas d'usage chez vous. Du coup, sans plus attendre, Arnaud, hâte de voir ce que ça donne. Si tu peux partager ton écran. Avec plaisir. Hop. Donc, tu me confirmes qu'on voit bien mon écran? Parfait. Parfait, Anna. Donc déjà, une première chose, et peut-être pour finir et pour commencer cette grande introduction de Claude, aujourd'hui, pourquoi plus Claude que plutôt GPT? Comme on disait, aujourd'hui, Claude, ce qui est intéressant, c'est qu'il pourra se plugger, pour les gens qui nous écoutent, s'ils sont sur des environnements Google, Claude se pluggera, là où aujourd'hui, ChatGPT il y a une vraie barrière aujourd'hui entre les deux, et également ce qui est très intéressant aujourd'hui avec Claude, et vous allez le voir quand on va l'utiliser, c'est que même dans un environnement Microsoft, par exemple, qu'on va utiliser sur PowerPoint, Claude a développé des extensions qui permettent en fait de pouvoir modifier les documents directement, là où aujourd'hui même Copilot, qui est pourtant embarqué dans l'environnement Microsoft, ne permet pas en fait cette possibilité. Je pense que c'est qu'une histoire de temps. Et puis quand de toute façon Copilot se mettra à niveau de voir ce que Claude a développé, je pense qu'il y aura une régulation. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, l'intérêt d'un Claude. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a aujourd'hui sur la partie donc Prez deux entrées pour utiliser Claude, soit une entrée sur l'app classique que vous pouvez utiliser aussi via votre navigateur, en tout cas sur l'app classique que je vous présente, ou alors directement depuis si je prends un PowerPoint directement depuis le document, comme je vous l'indiquais au début, où en fait on va avoir maintenant la possibilité d'avoir sur son document une petite fenêtre de chat qui permettra en fait de pouvoir faire des modifications directes sur les slides ou la slide concernée qui sera ouverte. Donc en fait, on aura un petit peu ces deux manières de pouvoir travailler avec Claude, et il faut bien les avoir en tête. Donc je conseille aux gens qui nous écouteraient de bien télécharger du coup soit la version de Claude classique, soit sinon vous pouvez avoir Claude for PowerPoint qui est disponible sur la marketplace de Microsoft ou directement depuis le site de Claude. Donc ayez bien ça en tête quand vous commencez à travailler. Donc premier applicatif qu'on avait imaginé avec Anna, c'était je vais reprendre ma petite liste qu'on vous a préparée. C'est tout simplement j'ai envie de créer une
présentation et au moins avoir déjà une structure. En fait, ce qui est très intéressant avec Claude et aussi ChatGPT et même d'autres outils qui utilisent aujourd'hui l'IA, c'est que ça va utiliser, on va dire, des bonnes pratiques qu'on trouverait en scrapant un peu tout ce qui existe sur le web en matière de présentation. Ça va utiliser des bonnes pratiques sur comment faire une presse. Donc, par exemple, si là, je lui dis, bah, tu me crées une structure de restitution d'une campagne marketing en 2-3 slides parce que j'ai un comité de direction. Je veux une présentation voilà orientée vraiment prise de décision et avec des infos clés, les objectifs, résultats de la campagne et ça. Je suis resté très générique. Évidemment, ce prompt, comme on le disait tout à l'heure, peut être plus développé, peut être beaucoup plus précis, peut déjà inclure vous si vous avez vos résultats de la campagne en question, les indiquer. Là, on prend quelque chose de fictif pour voir un petit peu ce que ça donne. Et L'intérêt. juste par Oui, rapport pardon. à ça, Arnaud, d'habitude, toi, en termes de prompts que tu utilises, ils font quelle taille? Toi, dans ce que tu utilises au quotidien, est-ce que tu fais généralement des prompts qui sont plus raccourcis comme ça? Est-ce que tu utilises des prompts plus longs? Est-ce que toi, tu as aussi une méthodologie en interne sur ça? Alors, c'est une très bonne question. C'est un peu le, tu vas me dire, c'est un peu les poupées russes, c'est-à-dire que certaines fois, on n'a pas encore véritablement de méthodologie parce que en fonction des sujets, on aura, on va dire une approche du prompt qui sera un petit peu différent. Euh, on, Ce qui est marrant dans le prompt, c'est que c'est un peu un miroir pour des gens comme nous en agence et ainsi de suite, puisque en agence, ton métier un peu du quotidien, c'est prendre des briefs et rebriefer aussi et ainsi de suite. Et au final, le prompt, c'est ni plus ni moins ça. Du coup, c'est ça qui est assez marrant. Et donc, on a globalement une structure en général quand on va essayer de prompter une tâche, même si elle n'est pas forcément liée aux présentations. Mais cette structure évoluera un peu d'un cas vers, d'un cas vers l'autre. On a, on a un truc qu'on fait assez régulièrement, c'est aussi pour être sûr d'avoir une structure qui correspond au cas d'utilisation qu'on va faire. On va demander, par exemple, si on utilise Claude, à Claude la meilleure manière de le prompter. Et avant d'en arriver à notre prompt final, en fait, on aura déjà une première conversation sur, bah voilà, quel devrait être le prompt, qui va nous permettre de pouvoir accéder à ce qu'on cherche. Donc, c'est un peu c'est pour ça que je parlais de poupée russe, c'est un peu, on va utiliser l'IA pour être sûr de bien pouvoir la prompter et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est ça Parfait. qui est assez marrant. Mais voilà, comme je te dis, évidemment, là, on est sur un prompt très court. Et moi, ce que je conseillerais en général, c'est toujours d'avoir un prompt c'est comme un brief, hein, le plus exhaustif possible, parce que plus tu donnes d'infos et plus tu vas être précis, plus ton résultat sera efficace. La manière de formuler le prompt en général, on essaye d'être assez synthétique dans les formulations avec des bullet points et ainsi de suite parce que ça va assez vite. Et ce qu'il faut pas oublier avec Claude, de la même manière aussi avec ChatGPT et même d'ailleurs les outils qu'on pourra voir à la fin, les gamma et ainsi de suite, tu as de plus en plus de travail de setup en amont de ton IA avec les systèmes de skill sur Claude, avec les systèmes de, je sais plus comment c'est appelé sur GPT, mais de personnalisation, tu as pas mal de travail en amont qui permet en fait à l'IA de s'acculturer aussi à la manière de le prompter. Il n'y a pas un prompt qui est véritablement meilleur qu'un autre, c'est juste plus une cohérence qu'il faut que vous arriviez à garder entre toutes les prompts que vous allez faire, et du coup, à chaque fois, la réponse de l'IA sera normalement anticipera un petit peu vos attentes parce qu'elle aura l'habitude de ces prompts là, quoi. Donc c'est un peu notre idée. Donc ce qu'on voit là par exemple sur un premier rendu comme ça, c'est qu'en fait quand on utilise l'app Claude classique, ce que ça va nous permettre d'avoir rapidement, c'est avant d'en passer à un format véritablement slide classique qui soit sur PPT, sur Google Slide, voire même, on pourrait imaginer transvaser même après sur du Figma et ainsi de suite en fonction des outils que vous utilisez. On a on a un rendu qui va être ni plus ni moins du HTML côté Claude. C'est pour lui la manière la plus simple en fait de pouvoir faire un rendu qui, en plus, au-delà de donner déjà la structure des informations que j'avais un petit peu demandé, ça va lui permettre de pouvoir faire déjà un petit peu de mise en forme, de montrer, voilà, je vais plutôt sur ma catégorie, voilà, les résultats principaux de ma campagne, mettre en avant les chiffres clés avec des petits systèmes graphiques, on voit. Et donc ça. Euh, Arriver à ce niveau déjà de rendu aussi en termes de design, vous verrez comme on l'a dit en introduction, il y a vraiment deux sujets. Il y a la partie est-ce que ça nous apporte en termes d'infos, donc ce que j'appelle le fond un peu vulgairement. Voilà, j'ai dit que je voulais une
une restitution d'une campagne market, qu'est-ce que je dois trouver dans une restitution d'une campagne market? Un rappel des objectifs, un rappel des résultats principaux et ainsi de suite. Donc, il me donne un peu des exemples vu que je lui ai donné extrêmement peu d'infos, mais que j'ai vraiment juste besoin d'une structure. Il me donne des exemples. Il me donne des exemples d'insight parce qu'il considère que je vais avoir besoin d'avoir une slide qui sera dédié à ça, et une dernière slide sur un peu des recos et des décisions à prendre avec mon board quand je leur présente. Donc ça, c'est mon premier rendu. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans ce que j'avais demandé, je retrouve bien une structure avec les différents éléments que je viens de demander. J'ai déjà une première mise en page, mais du coup, je suis sur un rendu HTML. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir soit on peut garder ce rendu-là et envisager de partager un rendu qui serait du rendu HTML, mais on peut aussi basculer du coup après sur un rendu slide, tout simplement en proposant à Claude, en lui disant j'ai envie que ça devienne ma base de présentation pour des slides, et donc je peux indiquer à Claude prépare-moi la possibilité de télécharger ces slides en version, on peut se dire, si vous utilisez PowerPoint, en version PowerPoint. Et ça, c'est bien pratique, et vous allez comprendre pourquoi c'est bien pratique, parce qu'en fait, avant même de passer et de récupérer votre version en format slide, proprement parler, il va y avoir une étape de modification de données qui va être proposée, qui vous permettra du coup, direct depuis le HTML qui va être recréé avec Claude, de pouvoir modifier les données qu'on avait là, qui étaient des données vraiment standards par défaut qu'a mis l'IA. Si on a envie de faire sauter une catégorie, non, on se considère que cette catégorie est plus utile, et ainsi de suite. Donc ça, c'est aussi très pratique parce que on va pouvoir, avant même de se retrouver sur notre format presse plus classique avec l'environnement de travail avec lequel vous êtes plus habitué à bosser, avoir la possibilité de faire évoluer ce premier draft que me propose Claude. Et par rapport à ça, ma question, c'est, j'ai fait plusieurs tests avant qu'on enregistre le podcast, et j'avais l'impression à chaque fois que quand je crée mes slides, d'abord dans cet environnement-là, donc directement sur Claude, dans l'environnement web, ensuite je téléchargeais la présentation et je repassais dessus dans l'environnement PowerPoint, j'avais des meilleurs résultats que si je demandais directement à Claude de me créer quelque chose dans l'environnement PowerPoint. Est-ce que tu as eu des résultats similaires ou pas du tout? Tout à fait, oui. Aujourd'hui, effectivement, on est plutôt dans ce cas de figure-là que tu décris. Aujourd'hui, si j'étais passé, c'est pour ça que j'ai aimé essayer de différencier en fait l'approche et l'entrée par l'app, on va dire native de Claude, versus commencer à créer une presse, par exemple, depuis l'extension directement dans PowerPoint, on aura des rendus beaucoup plus performants, effectivement, depuis l'app. Comme je te dis, ça c'est le genre de, je pense, d'ailleurs ça se voit pour ceux qui ont remarqué, on est encore en bêta sur l'extension qui est proposée sur PowerPoint. Donc je pense que tout ça va s'améliorer, ça tendra à s'équilibrer, mais en tout cas, c'est pour ça que je considère aujourd'hui qu'il est préférable de conseiller aux personnes qui utiliseraient ça, de d'abord passer par l'app, parce que ça donne des résultats plus efficaces. Mais là encore, la vérité, comme on disait tout à l'heure, d'aujourd'hui sera peut-être pas celle de demain. Voilà. C'est sûr et certain que tout change plutôt vite. Et juste une autre question, si par exemple tu avais suggéré dans ton prompt initial de par exemple créer directement une présentation PowerPoint, est-ce que t'aurais eu et t'aurais pas eu besoin du coup de faire ta instruction de permets-moi de télécharger cette présentation? Pourquoi est-ce que tu as choisi d'abord de faire un prompt général qui permet de faire un peu un doc qu'ensuite tu transformais en document à télécharger au lieu de directement demander de générer par exemple un PowerPoint? Est-ce que ça a un impact ou pas tant que ça? Alors, je pense, c'est une bonne question. Je pense pas que c'est un impact. C'est juste que je voulais parler du fait qu'il y a cette étape de modification de données qui est possible quand on fonctionne de cette manière-là. Mais effectivement, je pense que si tu intègres la notion de je veux transformer ça directement en PPT, normalement, on est sur quelque chose d'équivalent. Là aussi, je prends des pincettes parce qu'effectivement, je suis pas sûr que c'est un impact, mais voilà, c'est quasiment.
on va dire. Et dernière question par curiosité intellectuelle, parce que je pense que tu as fait beaucoup plus de tests que moi. Mais est-ce qu'on est d'accord que Claude, dès que tu lui demandes de faire des présentations business, se sont obligés de te faire du dark mode et il fait jamais des présentations claires? Ou c'est juste une impression que j'ai pu Ah ça? oui, non, tout à fait, plutôt. Ouais. Tu as complètement raison. C'est le cas. Tu peux, en lui précisant, tu peux faire un switch et lui dire, bon bah on part sur plutôt light mode. Mais effectivement, de base, il doit y avoir une préconfiguration qui fait que, en fait, je pense qu'il associe présentation business très souvent à dashboard qu'on peut avoir et qu'on peut retrouver dans le monde des SaaS. Et donc du coup, tu as un petit peu plus cette approche dark mode qui est proposée, quoi. Et toute dernière question, et après je te laisse passer sur le site, je suis désolée. Dans quelle mesure est-ce que tu as déjà utilisé le passage de l'Excel vers ça? Parce que tu sais, là aussi, on n'est pas en train de pas se parler des résultats, et j'ai l'impression que l'un des avantages, c'est de Close pour passer d'un Excel vers un PPT. Est-ce que ça, tu l'as déjà utilisé? Est-ce que tu es aussi satisfait des résultats? Et est-ce que ça peut aussi être quelque chose qu'on met en entrée de prompt ici? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question. Et d'ailleurs, ça c'était pas, on n'avait pas préparé, on peut le dire aux gens qui nous écoutent, Anna, la question. Mais aujourd'hui, en plus, nos amis de, hop, j'ai pris le petit tweet de Claude ont justement évoqué quelque chose qui répond en partie à ce que tu demandes, c'est que là aussi, ça va être du bêta, mais en gros, aujourd'hui, donc il y a évidemment une extension de Claude pour Excel et de la même manière spreadsheet pour l'environnement Google. Et en fait, ces deux extensions aujourd'hui apparemment peuvent se synchroniser. Alors c'est vraiment, ça date c'est tout récent, hein, 11 mars. Elles peuvent se synchroniser et donc faciliter, on va dire, le dialogue entre les deux. Aujourd'hui, ce qui est possible de faire, c'est plus tu pars d'un fichier Excel et de ce fichier Excel, tu vas après lui indiquer bon bah voilà, je vais avoir ces données-là, j'ai envie que de ces données-là, on en fasse un rendu un peu plus présentation et donc ça va passer par le, le système classique, on va dire, qu'on vient de présenter là, à savoir régénérer un petit peu du HTML et ainsi de suite, et après pouvoir le sortir sous format présentation. Et en gros, l'objectif de cette connexion des extensions permettrait en gros d'éviter de passer par là et de pouvoir d'aller directement d'app à app, en gros de Excel à PowerPoint sans avoir besoin de repasser par l'app Claude, quoi. Parfait, merci, je te laisse reprendre. Bah, je t'en prie. Du coup, dans le cas où on récupère notre présentation depuis l'app, on arrive du coup dans notre environnement, ici PPT, avec, comme on disait, l'extension qui est à disposition, qui se retrouve là, ici, dans votre accueil. Et depuis cette extension, vous allez pouvoir faire toutes sortes de choses. Donc, on avait commencé sur une présentation précédente, on va dire, de s'amuser un peu, de regarder qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, on va avoir toutes sortes de choses qu'on va pouvoir faire directement sur les slides, comme je le précisais tout à l'heure. On va avoir, vous le verrez dans notre liste de prompts, des choses assez simples qui sont vraiment des choses focus contenu, j'ai envie de dire fond. Par exemple de la trad, si vous avez envie de traduire rapidement votre slide, vous pouvez le faire comme ça. Donc vous voyez que quand on est sur notre interface, en fonction de la slide qui est sélectionnée, la slide sélectionnée s'affiche là, et en fait le prompt qu'on va rajouter dedans. Donc là, on va être vraiment plus on sera un petit peu moins sur du prompt justement formaté, pour rebondir sur ta question dont tu parlais, que vraiment de la suite conversationnelle, comme je peux l'appeler, où tu vas, en fonction de tes besoins, te dire, ok, ici, je vais avoir besoin d'un peu plus ci, un peu plus ça. Tu pourras même, en fonction de comment ça se déroule, aller vraiment dans le détail en te disant voilà, j'ai pas envie ici sur ma slide de performance versus objectif d'avoir un bloc pour le ROI global et un bloc pour le coût par lead. J'ai envie qu'on rassemble ces deux blocs. L'idée, c'est que ça puisse vraiment intégrer tout ce type de modification. Une des choses qu'on s'était imaginé de vous montrer avec Anna, qu'on aime bien, et ça, je vais faire du coup un petit clin d'œil à des amis et également des très bons partenaires, on va les appeler comme ça, qui ont développé un outil IA. Ça nous permet aussi de pouvoir étendre un peu plus le sujet sur ce qu'on utilise à l'agence en termes d'IA.
L'outil Clap, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas, qui est en fait un outil qui d'ailleurs s'est fait acheter récemment par Lemlist, qui est en fait un outil assez intéressant, puisqu'en gros c'est un outil de record de vidéo. Donc nous on l'utilise à chaque fois qu'on va déclencher une vidéo, et tu peux avoir un transcript évidemment de ce qui a été record, mais également aussi une petite analyse de bon bah voilà ce qui a été fait, voilà ce qu'il faut, enfin voilà ce qui a été dit, pardon, voilà ce qu'il va falloir faire, et ainsi de suite, avec aussi les temps de parole, et ainsi de suite. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous, ce qu'on va souvent avoir, c'est par exemple euh, tout un transcript du coup d'une réunion. Là, en l'occurrence, c'était un brief pour la refonte d'un site internet. Et en fait, sur la base de ce transcript, donc qui doit indiquer toutes les notions du brief que nous a donné le client, eh bien, on va prendre le transcript tel quel, on va le copier et on va venir le coller dans notre présentation. Donc, on imagine qu'on va avoir qu'on part sur slide supplémentaire et je vais indiquer à mon ami Claude voilà, je copie le transcript, je vais lui indiquer mon petit prompt que j'avais développé ici, pardon, il est là, hop, j'ai envie que voilà, ces notes de réunion soient des notes assez claires, qu'elles soient retranscrites sous la forme vraiment d'une presse et pas juste qu'on soit sur un énorme bloc de texte avec les timecodes et ainsi de suite, puisque tout ça ne nous intéresse pas. Et donc, je peux lancer du coup ma requête qui va me permettre de pouvoir de pouvoir faire tout en un, c'est-à-dire que nos deux piliers, autant le côté fond message, c'est-à-dire je dois réduire ça d'un truc très lourd, je dois en faire quelque chose de beaucoup plus léger en termes de texte, et d'un point de vue forme, c'est-à-dire j'ai déjà envie que, je sais plus ce qu'on a précisé, que ça soit en un système de 3 blocs et ainsi de suite, eh bien tout va pouvoir se faire directement sur la slide. Donc pour ce genre de cas de figure, c'est très efficace et en fait ce type d'utilisation c'est assez illimité. C'est-à-dire que là je viens de vous montrer un cas d'utilisation où ça va être pour le retranscript d'un call. Vous pouvez imaginer demain faire autre chose. Nous on le fait. Souvent, on utilise, on va dire, un prompt similaire pour des sujets comment je vais dire, de développement commercial. C'est-à-dire que, par exemple, on a une entreprise où on a envie de lui expliquer dans notre proposition, comme quand on répond à un appel d'offres, dans notre proposition, on a envie de lui expliquer que on a compris un peu leur contexte, dans quel écosystème ils évoluent, et ainsi de suite. Et bien, du coup, je vais prompter, je vais lui dire, fais-moi une petite slide restituant un peu le contexte économique ou un peu business de l'entreprise X, parce que j'ai envie que à cet endroit-là, j'ai cette slide-là qui montre à mon client, voilà, que j'ai bien compris un peu leurs enjeux et ainsi de suite. Donc, ça peut être utilisé de plein de manières. L'idée, c'est vraiment de se dire, on part d'un contenu, que ça soit un contenu précis, pointé par exemple même jusqu'à ça peut être extrait d'une page internet, ça peut être voilà une restitution de call, ça peut être une prise de notes par vous-même que vous avez fait lors d'un call ou quoi que ce soit. Et bien de cette masse d'informations là, on en transforme et on crée quelque chose qui soit vraiment prêt, on va dire, à être utilisé sous la forme d'une slide. Et c'est ce qui est intéressant, on va dire, avec ce prompt-là, quoi. Alors, en termes de correction, tout dépend. En termes de correction, c'est effectivement une bonne question. Ça va dépendre en fait de ce qu'on va lui demander. Si on va lui demander des corrections sur toute la partie fond, moi j'aime bien l'utiliser parce que c'est un peu un vrai interlocuteur qui me challenge de me dire est-ce que voilà, je trouve que ici on se répète à tel endroit, propose-moi une autre version, peut-être qu'en fait on va condenser ces deux informations en une seule, voilà. Là où sur la partie plus design mise en page, en général ce que je vais faire, c'est plus je vais lui proposer, je vais prendre la main et je vais plutôt commencer à faire ce que je veux pour arriver à quelque chose un peu pixel perfect. Mais là encore, en fait, tout dépend en fait de l'ambition que vous allez avoir. Nous aujourd'hui, on a une utilisation
euh, où il va y avoir des enjeux que la retranscription de l'identité graphique de nos clients soit vraiment au millimètre près et ainsi de suite. Et sur ce genre de cas de figure, que ça soit Claude ou n'importe quel IA aujourd'hui, est trop limité en termes de mise en page dans ce qu'il est possible de faire. Euh, Si par contre on a moins cet enjeu-là, on peut tout à fait continuer, on va dire, avec le chat, de faire les modifications, même en termes de design sur notre slide. Donc, ça dépendra un petit peu de l'enjeu que tu auras derrière, quoi. Ok, très clair. Ce que je regarde, mais ce qui est intéressant pour pouvoir faire l'essai, c'est que je me suis trompé dans mon petit prompt, mais dans le sens où en fait j'avais indiqué que tu me fais un résumé du call en slides les unes après les autres pour passer, on va dire, tous les points du call. Donc du coup, il m'a créé, c'est pour ça en fait aussi un petit peu la longueur. Il m'a créé en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slides, je crois, avec les différentes catégories. Mais donc du coup, ça sera un beau cas de figure, c'est que là, on va avoir donc 8 slides qui nous sont créés. On va pouvoir passer à un autre type de prompt où en fait on va lui dire OK, voici toutes les informations que tu as aujourd'hui qui sont réparties sur plusieurs slides et j'aimerais que tu m'en fasses une seule unique slide un petit peu overview de tout ce qui avait été dit ou en gros de toutes ces informations qui sont en gros sur 8 slides, j'ai envie que tu me les rassembles sur une seule. Donc là on voit que elles sont on est slide 9 à 16, donc vous voyez, vous pouvez faire une sélection, euh, une sélection comme ça des slides, et on peut lui dire rassemble l'ensemble, enfin rassemble. Je crois qu'on avait peut-être déjà même prévu un petit prompt pour ça. Voilà, on peut lui dire, hop, ce serait celle-ci, hop. Ces slides sont trop nombreuses. Condense tout ça en une seule slide, version pitch, un titre fort, message maximum, formule synthétique. Donc, hop, et ça va nous permettre du coup de pouvoir rassembler un peu toutes ces informations. J'aime bien je m'arrête 2 minutes là-dessus peut-être. J'aime bien ce prompt-là parce que ce qu'il va y avoir très souvent, là on a pris un cas de figure où on crée une présentation from scratch, mais en fait ce qu'on observe dans la réalité, c'est que la plupart des personnes qui aujourd'hui font des prêts ont, comme on le disait tout à l'heure, déjà tout un existant depuis hop, je vais mettre là comme ça, tout un existant parce qu'ils en ont fait déjà énormément. Et donc, on aura très souvent le cas de figure où il faut que je parte d'un existant et comment je fais avec mon IA pour qu'elle m'aide à partir de l'existant. Pour une IA, c'est toujours plus simple de partir de from scratch, on va dire, de pas grand-chose, d'un seul prompt et elle génère quelque chose. Mais effectivement, les limites aujourd'hui, beaucoup de limites d'IA sont de venir se plugger à ce que tu avais, d'existant. Et ce qui est intéressant avec ce type de prompt, ce qu'on est en train de faire, c'est de se dire, bah voilà, j'ai par exemple, j'ai ma presse que j'utilise habituellement, je sais pas, une presse commerciale qui fait 20 slides. J'ai envie demain que j'ai une version qui me tienne en 5 ou 10 minutes quand je la pitch, et donc elle doit être en seulement 5 ou 6 slides. Eh bien, tu peux utiliser ce type de prompt pour passer d'un volume de slides. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est d'un volume de contenu assez lourd à quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus condensé. Trop bien. Et une question juste que je me permets de te poser là pendant que ça charge. Je suis tombée sur des personnes qui posaient la question de oui, mais est-ce que Claude peut générer des slides dans un format roadmap? Est-ce qu'il peut générer des slides dans un format funnel? Là, je vois qu'il y a comme différents exemples de slides qui sont générés. Mhm. Est-ce qu'il y a des templates et des formats de slides avec lesquels Claude est particulièrement bon et d'autres avec lesquels Claude est un peu moins bon? Est-ce qu'il y a des limites là-dessus? Alors, c'est une aussi bonne question. Disons que les formats de slides avec lesquels Claude sera vraiment bon, c'est effectivement tout ce qui est schématisation. Alors, tout ce qui est layout de texte classique, ça marche. Tout ce qui est schématisation, ça fonctionne aussi. En fait, la limite
que tu vas avoir, c'est le type d'information que tu auras dedans. Aujourd'hui, là, ce qu'on fait, c'est relativement simple et c'est nous la limite qu'on observe assez souvent chez nos clients quand on commence à utiliser ou qu'on aide certains clients sur comment un peu implémenter l'IA chez eux. C'est qu'en fait, un client qui va avoir un contenu données qu'il utilise tout le temps, où on n'est pas simplement sur effectivement un funnel assez simple ou ici une slide en trois points comme ça, mais il a son habitude où il a son espèce de slide un petit peu cartographie avec énormément d'éléments de texte et ainsi de suite. La limite de Claude et d'ailleurs de tous les outils, hein, c'est-à-dire que même si un client demain uploadait sa slide sur un Gamma et ainsi de suite, c'est de pouvoir faire matcher son contenu qui n'a pas été un contenu forcément que Claude a généré et que donc du coup Claude a préformaté pour qu'il puisse rentrer dans les layouts automatiques. Et donc du coup la difficulté de Claude, ça sera de faire rentrer ce contenu-là dans un layout qu'il n'a pas forcément en base, en gros, puisque en fait la base, il n'y a pas aujourd'hui officiellement un vrai, enfin on n'a pas de cadre absolu sur les layouts qui sont bien supportés par Claude. Aujourd'hui, l'apprentissage, on va dire, sur le fonctionnement de Claude et des layouts est encore en cours. Mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que Claude fonctionne avec des layouts relativement classiques. Ce que je peux vous montrer pour vous donner un ordre d'idée, c'est que ça fonctionne un petit peu de la même manière chez Gamma. Quand tu fais une presse, je pourrais ouvrir n'importe laquelle, tu vas avoir les systèmes de layout qui sont proposés. Et globalement, les layouts qui sont supportés aujourd'hui par Claude sont les layouts relativement classiques, comme tu peux les avoir effectivement sur un Gamma, où à partir du moment où, par exemple, tu as un système qui ne fonctionne pas sur 3, 4 ou 5 colonnes, ou que en plus de ces 5 colonnes, tu vas avoir en plus un élément de texte et ainsi de suite, la complexité du layout sera très difficile à traduire pour l'outil IA quel qu'il soit. Et donc, aura une mise en page qui sera clairement pas optimale et de manière un petit peu arbitraire, il placera des contenus et tout l'aspect hiérarchisation sera pas forcément optimal, puisque le système normalement où il y a un rendu design, on va dire, d'une slide doit reposer forcément sur un layout, et évidemment ces layouts seront limités. Aujourd'hui, même nous, on essaye de développer des templates les plus riches possibles pour essayer d'alimenter par exemple Claude, et même en ayant ces templates les plus riches possibles, tu as toujours une limite où tu vas toujours avoir un système de slide qui répondra pas exactement au layout préformaté, et dans un cas où l'outil d'IA ne retrouve pas son layout préformaté qui s'adapte au contenu donné, et ben là il expérimente vraiment une limite. On avait notre slide en trois axes, comme on se l'était dit tout à l'heure. Donc c'est notre résumé de call, celui-là. Voilà, c'est notre résumé de call, atelier Empress, machin, site web. Et ce que tu me demandais, on avait fait le test justement juste avant le call. Typiquement un funnel, je sais plus où je l'avais. Je crois qu'il est précisé dans les différentes. Ouais, voilà, on l'avait fait ici. Il est précisé dans les différents prompts qu'on a listés. Tu peux facilement transformer une idée en un schéma. Ça, c'est quelque chose qui est assez bien supporté. On avait pris l'exemple du funnel cette fois-là. On peut le refaire, mais globalement, hop, transforme cette idée-là sur slide 8. Ça nous sortira quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait là. On va le laisser tourner. Mais effectivement, sur la schématisation, moi, j'encourage de l'utiliser. Sur la partie peut-être roadmap plus compliquée, parce que les roadmaps, en général, sont justement un niveau de complexité d'information qui va être très difficile à interpréter pour l'IA. En gros, il faut s'imaginer, imaginez vous avez une droite en termes de complexité d'un contenu le plus simple possible, à savoir un texte, une image, une idée simple à représenter visuellement, vers quelque chose de plus complexe, par exemple
un rétro-planning d'un projet ou une roadmap et ainsi de suite, plus on aura une densité de contenu et du coup une complexité de layout plus importante, plus ce sera extrêmement difficile, surtout d'un point de vue design et même d'un point de vue content. C'est-à-dire que d'un point de vue content, tu vas te retrouver, et c'est un peu aussi la limite quand tu me parlais d'itération tout à l'heure que je vois aux outils d'IA, c'est-à-dire que quand il y a énormément et qu'il y a une grosse densité de contenu à faire passer, et ça arrive chez certains clients, il y a des sociétés où ils ont cette doctrine, j'ai presque envie de dire, d'arriver à résumer sur une slide, on l'appelle comme on veut, une planche, une overview, un peu, que ça soit les résultats d'une campagne, une roadmap, que ce soit peu importe. Et dans ce genre de configuration, arriver à bien dialoguer avec ton IA pour modifier, si on parle juste du contenu, la bonne info, mais pas que ça re-challenge l'intégralité de ton contenu, et ainsi de suite, et ben là, s'il y a une vraie limite de l'IA, où vaudra mieux que tu fasses les arbitrages toi-même directement sur ta slide pour pouvoir faire cette modification là, plutôt que de lui laisser la possibilité que lui régénère du contenu qui au final sera pas forcément enfin, en tout cas, il aura une difficulté à identifier exactement le petit ajustement que tu peux avoir, quoi. Donc, ce genre d'arbitrage, tu peux y répondre, on va dire, par l'expérience et en utilisant ton outil, quoi. Top, très clair. Et on peut se faire, avant de peut-être passer aux autres outils qui existent, une autre quelque chose d'autre. Ah oui, dans les choses que vous retrouverez dans les prompts à bien avoir en tête et qu'on trouve super, c'est tout ce qui est quand vous avez des éléments statiques, type vous allez récupérer un graphique sous format image, et ainsi de suite. N'hésitez pas à utiliser, d'ailleurs ça marche aussi sur ChatGPT et ainsi de suite, mais vous pouvez recréer nativement votre graphe ou quelle que soit une courbe et ainsi de suite, et du coup pouvoir derrière modifier votre graphe en utilisant Claude. Donc sur ce genre de feature, essayez plutôt d'utiliser l'app plutôt que de passer directement par l'extension PowerPoint ou G-Slide. Tu me le disais tout à l'heure, on avait mis un petit prompt sur la qualité du deck. Nous, ce qu'on utilise, ça c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent, c'est sur le côté les typos que tu peux avoir dans un deck. Vérifie bien quand on renvoie à nos clients, par exemple, il peut y avoir des problèmes, tu sais, sur des copier-coller. En plus, des fois, il y a des slides qui viennent d'une presse d'un tel, une presse d'un autre, donc il peut y avoir des personnes qui font un peu moins attention à la ponctuation ou ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi assez pratique sur le côté la repasse qualité sur l'ensemble d'une slide ou enfin à l'échelle d'une slide ou à l'échelle d'une présentation. La traduction, on en avait parlé tout à l'heure, et ce qui est intéressant, c'est le côté review plusieurs slides, on en a parlé tout à l'heure, et en faire quelque chose comme je l'avais fait le test ici, des key takeaways. On a souvent, ça c'est quelque chose qu'on conseille souvent à nos clients quand on a une présentation qui commence à durer un petit peu, c'est-à-dire plus de 10, 15, 20 slides. C'est toujours bien d'avoir une petite dernière slide où on rappelle un peu tout ce qu'on a dit dans une presse, enfin les grands thèmes en tout cas qui ont été abordés, et éventuellement s'il y a une ouverture sur un prochain point de décision ou d'arbitrage, ainsi de suite, le mettre à cet endroit-là. De la même manière, ça peut être une slide agenda que tu pourras créer. En fait, l'IA va screener l'intégralité de tes slides qui auront été créés dans la présentation, et ça pourra pousser un agenda en disant voilà, on a observé que dans la présentation de Arnaud et Anna, on a une première partie qui est la campagne, on a une deuxième partie qui est la restitution d'un call, une troisième partie où ils analysent un funnel, et ainsi de suite. Donc ce genre de petites choses, c'est assez pratique à avoir en tête comme feature, on va dire, possible de ton IA. Et jusqu'ici, tu utilisais toujours Claude 4.6. Est-ce que là-dessus, tu as déjà testé d'autres modèles? Est-ce qu'on s'en fout un peu? Alors, c'est une bonne question. Là, je vais répéter un peu la politique de Claude aujourd'hui, et enfin la politique, pardon, la communication plus de Claude sur le sujet. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que les deux. Alors, effectivement, on utilise a priori le 4.6 pour avoir le modèle le plus abouti. La différence entre Opus et Sonnet, qui sont en gros les deux modèles en 4.6 qui est actuellement, Sonnet permet de consommer un petit peu moins de data, parce que ça aussi, effectivement, c'est peut-être un sujet dont on va parler. C'est que tu peux te retrouver en fonction du plan que tu as
à être limité sur le nombre de requêtes que tu vas pouvoir faire, là où ChatGPT est peut-être un peu plus permissif aujourd'hui, on va dire. Claude est un peu plus restrictif. Donc Sonnet, ce qui est intéressant, c'est que ça utilise un petit peu moins de ressources. C'est conseillé pour des choses qui ont un peu moins d'enjeux et un peu moins de gros travail de réflexion. Donc typiquement, quand on reprend nos prompts, tout ce qui va être des sujets de traduction, vérifier que la ponctuation est bien, et ainsi de suite, des sujets purement texte, j'ai envie de dire. Euh, Claude va aller, on conseillera d'utiliser le modèle Sonnet, là où Opus, s'il y a justement du relayouting, de l'analyse de plusieurs slides pour essayer d'en créer un schéma un peu overview, comme on le disait tout à l'heure, on conseillera peut-être un petit peu plus Opus parce que apparemment le modèle qui est plus consommateur en termes de ressources, mais aussi plus puissant dans le rendu. Voilà un peu l'arbitrage que tu peux faire. Super. Alors, donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait se dire. Je regarde s'il y avait une autre chose qu'on avait dit. Oui, toujours un peu dans le côté reformulation. L'aspect adapter une slide d'une audience à une autre audience. Donc là aussi, on est sur du texte. Pareil, la réécriture des titres, ça c'est quelque chose que on conseille souvent à nos clients pour avoir quelque chose de consistant dans les presses. C'est pas mal d'avoir des systèmes de titres qui, d'une, sont tous un petit peu les mêmes, répondent un peu à la même logique et sont ce qu'on appelle des titres actifs, là où très souvent on peut avoir, par exemple, ça peut être même posé par par une IA si on lui a demandé de pousser la slide de base, par exemple. Ici, le titre, c'est campagne printemps 2026. Ce que j'aime bien en général en termes de titre, c'est fait dire quelque chose à cette slide-là. En gros, qu'est-ce que ma slide doit raconter? Globalement, par exemple, j'ai envie que, surtout que c'est ma première slide qui raconte ma campagne, j'ai envie de dire est-ce que la campagne a été un succès ou est-ce que la campagne a été finalement quelque chose de moins réussi que prévu, ce genre de choses. Et en général, c'est là aussi, c'est le même principe. C'est il va analyser la slide, il va la comprendre et il va se dire quel est le message que j'ai envie que je dois faire ressortir et il va le mettre en titre. Donc, c'est quelque chose qu'on aime bien également utiliser dans nos méthodes avec Claude. Et en voyant ta slide, je pense aussi à quelque chose qui m'a pas mal marqué. J'avais aussi l'impression que quand on itérait et créait les slides directement dans PowerPoint avec Claude, les textes étaient automatiquement beaucoup plus petits que quand on les faisait dans l'app. Mm-hmm. Est-ce que tu as eu cette impression-là aussi et comment est-ce que tu y pars? Tout à fait, ouais, c'est vrai. Donc, la meilleure, tu fais très bien de rebondir là-dessus. La meilleure manière, en fait, de pouvoir réadapter ton contenu et ça pourra peut-être être un 12e prompt qu'on rajoutera dans notre petite liste à la fin en prompt bonus, parce que tu m'y fais penser. C'est effectivement un truc qu'on a pu constater assez régulièrement. Donc, le plus simple, c'est tout simplement d'indiquer à Claude, qui parfois le remarque, ça peut arriver en fait, qu'il le remarque et qu'on ne soit pas forcément contraint de lui dire, mais comme dans ce cas de figure-là, avec la slide où on voit qu'on a tout un espace en bas qui n'est pas rempli, on peut tout simplement lui dire, peux-tu réajuster l'ensemble des éléments pour occuper pleinement l'espace et ainsi grossir la lisibilité, améliorer plutôt la lisibilité des contenus. Hop. Et ça, c'est un prompt relativement simple et sur quelque chose de similaire vous permettra normalement de toujours pouvoir résoudre ce côté-là. Et c'est marrant parce que c'est quand je disais qu'il y a une vraie similarité aujourd'hui dans l'art du prompt et la capacité à faire des bons briefs. Ça, c'est typiquement de type d'itération que nous-mêmes au quotidien, ça peut nous arriver avec des clients, même si si ça n'a pas été fait par une IA, quand on a une personne en design qui va envoyer une proposition de slide à un client, ça pourra arriver que, tu sais, les goûts et les couleurs, ainsi de suite, il y aura eu des choix de typos qui ont été plus ou moins gros, plus ou moins petits, ainsi de suite. Pareil sur l'espacement, ça peut être des choses qu'on peut recevoir en termes
d'itération. Donc, la capacité à arriver à, ce que je veux dire par là, c'est la capacité à arriver à bien formuler tes demandes aujourd'hui, qu'elles soient adressées à une équipe de graphistes ou à une IA, c'est vraiment la clé de la réussite d'un projet, au sens d'avoir à la fin ce que j'ai vraiment envie d'avoir sur ma slide et sur le look and feel de ma présentation. Donc bien s'habituer effectivement à exprimer pleinement et de manière précise ce qu'on attend, et normalement les rendus, que ce soit avec des agences et des humains, on va dire, qui travaillent, ou avec une IA, vous arrivez à vos fins, quoi. Ça, c'est sûr. Et l'autre question, c'est juste en termes du coup, là, on a fait un design neutre depuis le début. Quand on a envie de rajouter son propre design et ses logos, est-ce que tu recommanderais de créer quelque chose déjà dans PowerPoint ou plutôt juste de donner des exemples, de les upload le logo? Est-ce que tu as juste quelques recommandations là-dessus? Alors, c'est aussi une bonne question. Aujourd'hui, c'est un peu la limite de ce qui est possible de faire sur l'outil. C'est-à-dire que si... en gros, moi, mon conseil, c'est effectivement de pouvoir plutôt de partir sur... vous repartez from scratch d'une presse, parce que... et on va ajouter votre layer d'identité visuelle a posteriori. Pourquoi pas l'inverse? Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu, comme je vous disais, et même nous qui faisons pas mal d'itérations avec des templates assez costauds, avec énormément de layout prédéfinis. Donc, quand je parle de ça, je vais vous montrer un petit exemple le temps que ça continue de mouliner. Par exemple, chez Empress, on a des templates qui peuvent être neutres, hein. Bon, là, il y a un petit logo ou quoi que ce soit, mais où vous retrouvez énormément de dispositions dont on parlait tout à l'heure, avec ces fameux layouts sur lesquels va pouvoir s'appuyer Claude. Le truc, c'est que malgré malgré le fait que vous pouvez le nourrir avec énormément de templates, et même sur des choses assez poussées comme ça, il aura en général pas mal de difficultés à bien faire matcher les contenus, et surtout s'ils sont complexes, comme on le disait tout à l'heure, avec ce que vous avez dans votre template. Et en plus, s'il n'est pas forcément bien configuré, ça va être vraiment délicat. Donc le plus simple, c'est pour lui, en fait, d'appréhender un univers visuel, on va dire neutre de base, qui permet en fait de pouvoir arriver normalement à ses fins en termes de rendu, et de rendu structure, j'ai envie de dire, et après de rajouter votre layer design, qui sera principalement, on va dire, un peu à la main. En fait, ce qui est possible de faire, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu l'utilisation, partant d'une presse, une presse qui a été faite, tu peux assez facilement après modifier tes systèmes de masques, tes palettes de couleurs, et ainsi de suite, qui permettra en fait de pouvoir adapter ta couleur. Par exemple, si on prend notre masque, on va aller modifier notre palette de couleurs. Si moi, ma palette de couleurs qui est peut-être préenregistrée, c'est je sais pas, on va dire que c'est rouge, violet, et ainsi de suite. Normalement, ça va me permettre de pouvoir demain avoir ma palette de couleurs qui réapparaît là, et de pouvoir faire un petit peu ma personnalisation des éléments graphiques. Donc c'est quelque chose que je conseille de faire à posteriori. C'est un petit peu plus simple, parce qu'aujourd'hui on en est encore, en tout cas, à une étape où l'IA qui arrive sur du template existant a un petit peu plus de mal à fournir ses pleines capacités, versus partir from scratch et du coup améliorer, finaliser, on va dire, ce que l'IA aura poussé from scratch avec ton identité visuelle. Ok, très clair. Hop, et je vais juste refaire une dernière petite requête. Je n'ai pas le rendu souhaité. Je veux que ma slide soit remplie pleinement avec l'ensemble des contenus, sans zone vide en bas de slide. Voilà. On va la relancer. Pendant ce temps-là, on va sortir un petit peu de Claude, du coup, parce que le temps avance et on a déjà dit pas mal de choses. Ce qu'on voulait vous partager aussi avec Anna, si tu me permets, Anna, c'était aussi un peu les autres outils qui existent, peut-être, et un peu les différentes autres possibilités. Alors, la plupart des personnes qui nous écoutent
Je vais pas revenir sur tous les sujets de création d'assets, ce qu'on appelle dans le milieu du design création d'assets. Ça peut être typiquement les pardon, tout ce qui est images, vidéos et ainsi de suite avec les mid-journées, Sora et ainsi de suite. C'est un sujet, on va dire, à part. On va rester sur les outils qui restent vraiment pour le layout de prez. Et moi, mon préféré, on l'a un petit peu évoqué, mon petit chouchou, ça reste Gamma. Pourquoi ça reste Gamma? Parce que justement, c'est un de ceux qui a réussi à le plus aboutir la partie design, là où, comme on l'a vu avant, il y a un vrai intérêt sur Claude, ChatGPT, et ainsi de suite, sur ce côté fond des presses, parce que vous allez pouvoir dialoguer bien avec eux, et puis surtout, ils vont pouvoir se plugger à votre environnement de travail, et ainsi de suite. Là, et c'est la grande limite d'un Gamma et d'autres, c'est que même si on peut essayer un petit peu de le configurer, l'habituer et l'acculturer à ce que vous faites, on n'a pas ce lien direct que proposent les autres acteurs. Néanmoins, l'intérêt d'un Gamma aujourd'hui, c'est quelque chose qui comment dire, c'est vraiment de pouvoir accéder à une banque, justement, ça répond un petit peu à ta question, c'est pour ça que c'est bonne transition, c'est de pouvoir accéder à des banques de templates qui sont proposées par l'outil et de pouvoir, sur ces banques de templates, développer vos propres présentations. Ces banques de templates, c'est pas seulement, comme on l'a vu, des systèmes de layout qui sont globalement assez similaires aux layouts un peu standards que vous avez sur Claude. C'est pour ça que j'étais passé d'un outil à l'autre tout à l'heure, parce que les systèmes de layout sont à peu près les mêmes. Par contre, il y a cette notion de variété de l'identité visuelle possible qui sera explorée, qu'on a beaucoup moins aujourd'hui sur Claude et qui est possible sur Gamma. Par exemple, là, je sélectionne un template qui me paraît bien. Je lui dis, bah voilà, sur cette base de template, donc voilà, je vois que j'ai un univers qui me plaît bien. Évidemment, ce template-là, les couleurs et ainsi de suite pourront bouger, mais au moins ça donne un premier style qui permet de structurer sa presse. Et sur cette presse-là, bah, de même, je peux reprendre l'équivalent de mon hop, je peux reprendre l'équivalent de mon premier prompt et je vais lui dire, bah voilà, je voudrais que tu me fasses ça. Hop, je vais générer mon, mon rendu et le rendu va du coup reposer sur le template qui aura été choisi. J'ai pas montré, mais il y a une petite, hop, il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est que on a la possibilité de choisir le type, on va le regarder après, le type de visuel qui est utilisé dans la présentation. Donc, c'est-à-dire que si j'ai plus envie, si j'utilise des visuels, d'avoir quelque chose d'abstrait ou au contraire d'avoir un truc qui ressemble un peu à une illustration ou plutôt des gens et ainsi de suite, bah, tu peux le configurer. Et comme ça, à chaque fois que l'IA jugera qu'il y a besoin d'une photo, là typiquement il y a un média qui était là, et ben du coup c'est ce que t'as précédé qui est utilisé. Donc voilà, je me retrouve avec mon système de quelques slides. Donc vous retrouvez globalement, on voit des similitudes en termes de fond. On voit, bah voilà, on va mettre quelques chiffres clés en avant, les objectifs de la campagne, les résultats principaux. Donc on retrouve dans les grandes lignes un petit peu le même type de fond de message qui avait été mis en place tout à l'heure sur Claude. Et ce qui est donc intéressant, c'est que donc on a nos éléments qui sont déjà dans nos systèmes de blocs. Les systèmes comme je disais, en termes de design, c'est assez intéressant parce que donc il y a l'outil travaille avec les systèmes d'auto layout. Les systèmes d'auto layout, en fait, c'est des systèmes automatiques qui permettent
en fonction de zones données et configurées, de pouvoir bien remplir de manière équivalente et d'éviter d'avoir les problèmes qu'on avait listés ici, par exemple, avec des zones qui sont pas très bien remplies et où il faut reprompter l'outil pour pouvoir mieux, pour pouvoir faire fonctionner, on va dire, visuellement notre slide. Ça, on n'a pas ce sujet-là parce que ça fonctionne avec donc ce système d'auto-layout. Donc ça, c'est aussi un bon avantage. Et quoi d'autre on peut préciser? Hop, dans les systèmes de photos auxquels on va pouvoir accéder, il y a pas mal comme beaucoup de SaaS, il y a pas mal de connexions qui se font, donc avec des librairies d'images que vous allez pouvoir utiliser, et ainsi de suite. Et on a notre mode agent qui permet, de la même manière qu'on a notre petite fenêtre sur Claude, de pouvoir discuter avec l'IA et de pouvoir lui dire, bah voilà, je voudrais réécrire cette slide ou la traduire et ainsi de suite. Donc en fait, en termes de valeur, tous les prompts qu'on vous a montrés tout à l'heure pour Claude sont aussi valables d'une certaine manière côté Gamma, puisque on pourra rechallenger le contenu d'une presse, le traduire et ainsi de suite de la même manière. Hyper clair. Il y a d'autres outils aussi que tu utilises en parallèle que ça ou... Alors, dans les autres outils, en tout cas, je mets Gamma en avant parce que il y a pas mal de gens qui en verront d'autres passer. Il y a Beautiful, il y a SlideGo qui existent aussi, qui sont un peu des simili à Gamma, mais je trouve que Gamma est vraiment le plus abouti. Un truc qui est vraiment bien et qu'il faut aussi prendre en considération, et on en voit certaines fois passer, on voit des prêts maintenant qui sont faites directement soit sur Cursor, soit sur Lovable. Et en fait, comment ça se passe? C'est ni plus ni moins de la même manière que ce qu'on avait vu au début avec Claude, où en gros, c'est du HTML qui est généré. Et le HTML te permet derrière de pouvoir, pour l'IA, au final, c'est presque encore un petit peu plus simple d'arriver à retravailler du HTML versus retravailler des slides PPT ou même des slides sur Gamma et ainsi de suite. Et donc, on a certaines fois des presses qu'on voit passer qui sont assez cool. Ça nécessite du coup de maîtriser Lovable et Cursor, qui sont quand même des IA un petit peu plus complexes à utiliser, mais c'est aussi intéressant. Après, voilà, on n'est quand même clairement pas aussi sur le même type d'utilisation, c'est-à-dire qu'il y a des sujets, il y a des types de sujets qui ne peuvent pas forcément ne peuvent pas forcément passer sur des prêts qui vont tourner en HTML seulement parce que ça veut dire, ou alors en fait le seul moyen d'exporter ce HTML là sera ni plus ni moins des fichiers images, parce que tu auras besoin de pouvoir utiliser, et justement, et on en revient à l'intérêt aujourd'hui des clouds et ainsi de suite, c'est que tu auras ton utilisation d'une presse à un instant T. Très souvent, ce qu'on observe chez nos clients, c'est qu'elle évolue, et tu vas avoir très certainement peut-être d'autres personnes qui vont vouloir pouvoir derrière la modifier, la reprendre en main et ainsi de suite. Et c'est un petit peu la limite des outils qui peuvent être très puissants sur si tu es toi tout seul à utiliser la chose, ou si effectivement tu vas commencer à avoir d'autres personnes qui vont devoir mettre les mains aussi dans le cambouis, parce que très souvent les presses, c'est des choses qui sont partagées, qui sont utilisées par plusieurs personnes, et c'est un petit peu les limites des outils qui sont pas rattachés à ton environnement de travail classique, comme on le disait. Donc c'est un peu ça les grands outils qui existent. Et ce que je m'étais aussi noté, un des acteurs qui est à suivre, qui a été racheté récemment par Figma, ça s'appelle Wavy, qui est vraiment un outil qui te permet de faire des workflows entre différents outils. Donc à terme, pour ceux que ça intéresse, je conseille de suivre l'évolution de Wavy, parce que ça vous permettra de créer des workflows entre vos différents outils IA. Donc de vous dire que j'ai par exemple ma banque de photos qui se situe sur mon Drive. Je vais avoir des exemples de slides sur mon Google Slide et ainsi de suite, et de connecter tout ça et depuis Wavy de dire voilà, avec toute mon architecture, je voudrais bien faire une présentation qui utilise quelques photos, qui reprend tel type de contenu, et ainsi de suite. C'est une sorte d'un peu agrégateur dans les outils plutôt orientés design de ce des possibilités en termes d'IA, et c'est un outil qui est encore assez prémisse sur la présentation, mais qui est assez prometteur et assez puissant, d'autant plus depuis qu'ils se sont fait racheter par Figma.
Trop bien. Merci beaucoup Arnaud. Je pense qu'on a déjà évoqué quand même pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais encore rajouter? Ou est-ce que tu penses qu'on est plutôt bon? En tout cas, c'était un grand plaisir de parler de tout ça avec toi. J'espère que c'était assez clair. C'est vrai qu'on parle de pas mal de choses. On a fait des petits tests. En plus, vous avez vu, ça peut prendre certaines fois du temps. Donc, faut pas hésiter de votre côté, à vous approprier tout ça. Franchement, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Euh, je J'arrête le partage et comment on pourrait finir. Ce qu'il faut se dire, et c'était une des premières questions que tu m'avais posées quand tu me demandais comment on prompte, ce qu'il faut se dire, c'est vraiment une des habitudes à prendre, c'est de pas hésiter. Dès que vous avez un doute, une question ou même peut-être une appréhension sur la manière de faire, ainsi de suite, de vraiment dialoguer avec l'IA qui sera peut-être souvent la plus à même de répondre à la question sur, par exemple, la meilleure manière de la prompter. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ou pas? Moi, j'avais eu le cas de figure sur, par exemple, on avait récupéré un PDF de, je sais pas exactement d'où il sortait, on devait le renvoyer côté impression chez l'imprimeur. Il fallait refaire un layout du PDF. On a eu beau utiliser Adobe, on a eu beau utiliser plein d'outils, on n'avait pas réussi. Et en travaillant un petit peu avec Claude, on avait réussi à passer ça. Donc il y a même des enjeux vraiment techniques. Si demain vous avez des problèmes techniques qui sont liés aux présentations et plus largement en fait à vos sujets un peu market com que vous pouvez avoir avec les différents outils que vous utilisez, n'hésitez pas à dialoguer avec l'IA. C'est souvent comme ça que vous trouvez la réponse et la bonne manière de faire. Toujours très aligné et je pense qu'il faut aussi toujours essayer de faire par vous-même et surtout pas prendre peur parce que c'est pas du tout des choses qui sont trop compliquées et Mhm. c'est toujours une question de prise en main. Donc, juste, Complètement, on espère complètement, que tu vas complètement. faire plein de PPT après ça. Tout à fait. Trop bien. Merci beaucoup Arnaud. Pour tous ceux qui nous écoutent, on va vous partager du coup un playbook avec tous les différents prompts que vous pourriez retrouver. Si vous avez envie et besoin de conseils sur les présentations PowerPoint, Arnaud et Impress sont toujours là aussi pour vous. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Squeeze and Scale pour décortiquer de nouveaux cas d'usage en marketing et IA. Merci. Merci à tous.